Bienvenue à votre émission Racines, l'émission qui renoue avec les traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 2 du thème jeunesse africaine et tradition. Nous sommes avec le professeur Sanou Salaka. Nous avons commencé la partie 1 la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème et merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour et merci à vous. Sans plus tarder, nous allons commencer la partie 2. Et la première question sera, quelle place donnez-vous à l'éducation scolaire? Certains parlent d'éducation de masse dans le développement d'une nation. Bien. Parlant d'éducation scolaire, on se réfère à l'école en tant qu'institution. Or, l'école en tant qu'institution est un vecteur de valeur. Devrait être un vecteur de valeur, doit être un vecteur de valeur. Vu sous cet angle, on occupe une place de premier choix dans le développement d'une nation. Puisque, au-delà des valeurs que l'école est censée faire acquérir à l'apprenant, il y a les compétences, il y a les capacités, il y a la technicité, il y a le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir. Bref, toutes ces valeurs-là, c'est l'école qui devrait pouvoir les assumer dans la formation de l'individu depuis son enfance. Si on comprend ça, je dis par exemple l'acquisition des compétences là, la technicité. Si vous voulez avoir un bon plombier, il faut qu'il soit formé. Oui. C'est l'école qui va le former. Et si l'école le forme, il le met à la disposition de la société. Il va participer au développement. L'électricien, le menuisier, le boulanger. Au-delà de l'école, dans la formation générale, il y a toutes ces formations techniques professionnelles-là que l'école est supposée donner à l'apprenant. Et donc, l'éducation en tant que transmission de système de valeurs, elle est fondamentale dans le développement d'une nation. Maintenant, il s'agit de voir est-ce qu'effectivement les moyens qui lui sont donnés sont à la hauteur des attentes vis-à-vis d'elle. Ça, c'est une autre question. Parce que cela amène à poser la question, est-ce que tous les enfants en âge scolaire sont à l'école? Voilà. Sinon, et ça, aujourd'hui, on peut dire non. Oui, oui. Mais pourtant, il le faudrait. Oui. Voilà. Donc, l'école, c'est vraiment le moteur même du développement dans une société telle que les nôtres aujourd'hui. Okay. Mais l'école, si on y introduit la connaissance de nos traditions, est-ce qu'elle peut être un vecteur d'affirmation de notre identité? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque j'ai dit tout à l'heure que l'école est le lieu d'acquisition des valeurs. Si les valeurs cardinales de nos sociétés traditionnelles peuvent être enseignées à l'école, mais cela permettra à l'enfant de s'identifier, d'avoir une identité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a une jeunesse qui n'a pas d'identité. Nous avons dit la dernière fois que c'est une jeunesse sans repère. Oui. C'est ça, sans repère, sans identité. Alors que si on enseignait un certain nombre de valeurs à l'école, de valeurs traditionnelles à l'école, mais on donnerait une identité à l'enfant. J'aime prendre cet exemple-là que je connais, ou en tout cas je prétends connaître assez bien, c'est l'initiation chez les bobos. L'initiation fait acquérir un certain nombre de valeurs par l'enfant. Les différentes étapes de l'initiation, les valeurs sont graduées en fonction des différentes étapes de l'initiation. Donc, celui qui suit cette initiation, même en étant à l'école, il a des repères. Oui. Entre autres, le respect de l'aîné. Parce que, par exemple, chez les bobos, c'est fondamental. J'ai dit une fois que les responsables coutumiers des villages bobos, en tout cas pour la partie que je connais, c'est le plus ancien, c'est le doyen de la classe d'âge des plus anciens du village. Donc le respect de l'aîné, il est fondamental parce que même dans la classe d'âge là, chacun connaît sa place. Moi, là où je suis, je sais combien de personnes dans ma classe d'âge sont avant moi. Je sais combien de classes d'âge sont avant notre classe d'âge. Et je sais que si jamais Dieu me donne longue vie,
je serai un jour responsable coutumier de mon village. Pourquoi? Parce que justement, le droit d'aînesse là est une place fondamentale, est une valeur fondamentale, entre autres. Si on inculque juste rien que cette valeur, le respect de l'aîné, imaginez si les enfants l'intériorisent bien, imaginez la discipline que ça va donner dans notre société. D'abord à l'école. À l'école. Et moi j'aime bien quand j'étais élève là, quand le maître venait, on se levait. Bonjour messieurs. Parce que nous n'avons pas de dames. Nous, c'était les messieurs. Et c'est pour ça que j'exige quand j'entre en une classe que les étudiants se lèvent. Pourquoi? Parce que je suis supposé incarner le savoir. Et je leur dis, ce n'est pas parce que je suis professeur titulaire, ce n'est pas parce que je fais 1m91, ce n'est pas parce que je pense être costaud. Non, j'incarne, je suis censé incarner le savoir. Exactement comme dans un tribunal, quand le tribunal entre, le huissier dit, mesdames, messieurs, la cour, tout le monde se lève. Mais si le juge a 1m30, c'est l'autorité qu'il incarne. Donc, à côté du respect de l'aîné, c'est le respect aussi de l'autorité. Donc, imaginez. Mais ça ne veut pas dire qu'on abêtit les gens. Non, 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 on n'en fait pas des moutons, non. Mais on les responsabilise. Vous avez des responsabilités. Et dans ces responsabilités-là, vous devez respecter l'autorité. Parce que cette autorité est celle qui est censée vous enseigner ces valeurs-là. C'est apprendre une discipline, c'est une discipline. Voilà. Voilà. Donc pour moi, l'école peut véritablement permettre à un individu d'avoir une identité en lui inculquant des valeurs de sa société, en plus des valeurs d'ouverture, je veux dire. Et si je vais rebondir sur cette question, vous avez parlé du besoin de l'initiation. Je voulais juste poser une petite question en disant, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent revenir aux traditions. Et bon, je recommence. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent revenir aux traditions, mais certains, ils reviennent pour des besoins de richesse. C'est juste quand ils veulent avoir beaucoup d'argent, on dit qu'il faut aller voir tel monsieur. Ou bien s'ils veulent avoir tel go qu'ils guettent. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure approche pour connecter avec la tradition? Non, 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 pas du tout. Pas du tout parce que ce n'est pas sincère. Parce que ce n'est pas profond. Parce que c'est prendre le côté folklorique de ces valeurs-là. Un jeune qui va voir un vieux et qui va lui dire « je veux un wak » entre guillemets pour bien travailler à l'école. Le travail à l'école, c'est d'abord la sueur personnelle. On va travailler, on va apprendre ses leçons, on va lire ce qu'il faut lire, on va s'investir intellectuellement dans ce qu'on apprend. C'est le meilleur wak, entre guillemets, pour avancer. Donc ça, c'est ça. Maintenant, les deux aspects. Si approcher les vieux dans les villages, c'était pour davantage connaître les traditions, c'est une chose tout à fait positive. Mais juste aller prendre une puissance, une valeur parce qu'on est dans tel besoin, ce n'est pas sincère. C'est-à-dire que le besoin est satisfait, on oublie. On oublie. Oui. Alors que pour moi, il faut que ce soit vraiment des choses qui viennent du très fond de l'être humain, qui font qu'il y croit et il se donne les moyens non seulement de les respecter, mais aussi de les mettre en œuvre, ces valeurs qu'il va acquérir chez les vieux. Ok. Selon vous, quels sont les efforts consentis au Burkina Faso d'un point de vue pédagogique dans l'éducation scolaire pour une meilleure connaissance de la tradition? Bon, il y a ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle dans le système éducatif l'école inclusive. L'école inclusive, c'est à faire en sorte que l'école fasse corps avec l'environnement dans lequel elle existe. Si on part de cette conception de l'école inclusive, si je ne trahis pas du tout cette notion-là, l'école inclusive, c'est aussi, généralement, on voit tout de suite le fait d'intégrer tous ceux qui souffrent de handicap quelconque. C'est vrai, c'est parce que l'école, c'est un droit pour tout le monde. Mais aussi
L'inclusion de l'école, c'est aussi l'ancrer dans son environnement. Et si on arrive à le faire, ça peut donner des avancées énormes. Je rappelais une fois comment on va dire ça, l'expérience de l'association Tintoua dans le Gourmou, où effectivement, elle a démontré du moins dans la pratique sur plusieurs années qu'un enfant à qui on commence à enseigner sa langue, qui commence par l'écriture, sa langue en classe, au bout de 5 ans, on introduit au fur et à mesure le français comme langue d'enseignement. Au bout de 5 ans, l'enfant il est prêt à réussir au certificat d'études primaires. Ok, donc ça veut dire si on commence avec la langue locale. La langue de l'enfant. Voilà. Et progressivement. Il l'apprend plus facilement. Ok. Il gagne une année de scolarité. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une démonstration qui est faite. Hein. Bon, maintenant, est-ce qu'on a les moyens de généraliser? On va vous dire qu'effectivement, il faut former les enseignants dans la connaissance des langues. Et effectivement, si les enseignants ne connaissent pas la langue, même s'ils ne parlent pas la langue de leur terroir, comme disent les Camerounais, on fait comment? Voilà toute la problématique. En fait. Oui. Sinon, c'est une bonne chose. Mais concrètement, vous, en tant qu'enseignant-chercheur, avez-vous déjà travaillé sur cette question? Non, personnellement, non, parce que mes réflexions sont basées surtout sur la littérature et puis sur la culture, mais je n'ai pas intégré ça. Mais en même temps, comme je dis, l'initiation chez les bobos, c'est l'école. Je ne le dis, c'est pas moi qui le dis, Amadou Hampâté-Bâ le dit dans son ouvrage Aspect de la civilisation africaine. Il dit comment l'initiation, c'est l'école de la vie chez les Africains. Effectivement, c'est ça. Quand on réfléchit sur l'initiation, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'école de nos traditions. Comme il y a le Kiego chez les Mosé, comme il y a le Kwachangu chez les Gourmandiers, mais c'est l'école de la vie. Ce n'est pas comme dans le système occidental, on a tant d'années pour réussir tel diplôme. Si on n'a pas réussi, on est exclu. Non. Cette école de la vie ne connaît pas d'exclusion. Cette école de la vie ne connaît pas de redoublement. Cette école de la vie a comme valeur fondamentale l'accompagnement de l'apprenant. Parce qu'un échec de l'apprenant, ça signifie l'échec de la communauté elle-même. Je prends un exemple. Chez nous, chez les bobos, les classes d'âge, comme je dis, c'est ça le fondement de la constitution de l'organisation sociale au niveau du village. Donc, si dans une classe d'âge, il y a quelqu'un qui commet une faute grave, mais comment c'est analysé? C'est analysé comme si la classe d'âge en question, la promotion par exemple, comme on dirait dans le cadre de l'école moderne là, c'est comme si la promotion avait failli dans ses connaissances, dans ses acquisitions. Donc le fautif sera sanctionné, mais toute la classe d'âge est sanctionnée. Si on décide que le fautif aura 12 coups de fouet, mais les autres membres de la classe d'âge auront chacun 6 coups de fouet. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que si moi, j'ai parlé du droit d'aînesse tout à l'heure, si moi je suis à un certain niveau, je suis fautif, mais or j'ai formé les classes d'âge après moi. Si je n'ai pas intériorisé les valeurs qu'on m'a apprises, cela veut dire que je n'ai pas pu faire intérioriser ces valeurs à ceux que j'ai formés. Donc, eux aussi, ils sont sanctionnés. Ainsi de suite. Voyez, c'est une réaction en chaîne pour montrer que cette école ne connaît pas d'échec, ne doit pas connaître d'échec. Et l'échec, c'est à l'échelle de la communauté elle-même. Okay. Voilà. Pensez-vous qu'il existe des modèles concrets en Afrique de pays qui ont su faire entrer les traditions, les connaissances de traditions à l'école, dans le système scolaire? Bon, comme je l'ai dit, n'étant pas un spécialiste des sciences de l'éducation, je n'ai pas réfléchi à la question, donc je n'ai pas connaissance des pays qui ont réussi. Mais en fait, encore une fois, je reprends l'exemple des pays asiatiques. Okay. Voilà. Ils ont fait en sorte que
l'école chez eux s'intègre dans la communauté. Donc, à ce moment-là, si l'école est intégrée dans la communauté, il n'y a pas de raison qu'elle échoue. Comme je viens de vous le dire, par exemple, pour l'école de la vie, à travers l'initiation. Il n'y a pas d'échec dans l'initiation. Si on intègre ça, on ne va pas, vous voyez, la notion de classement à travers les compositions devient aléatoire, devient en tout cas, n'a pas la même utilité, ni la même importance que dans le système moderne. À ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'individu a acquis pour permettre à la société, pour être utile à la société. Et non pas, est-ce qu'il a bien retenu les leçons, est-ce qu'il a su faire le par cœur, comme les gens disent, le boileau, pour venir montrer à l'enseignant là qu'il a bien appris sa leçon. Non, non. C'est ici, c'est le savoir-être. C'est le savoir en tant que savoir, c'est le savoir-être. Et à travers lesquels on juge l'individu. Et parce que si on réussit, si le système traditionnel réussit ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'intégrer dans un système moderne qui serait, et qu'elle puisse être, ce système traditionnel puisse être la base du succès de l'école dite moderne. Okay. Si en ce moment on remarque que par rapport à ce que vous avez dit, on n'a pas encore fait beaucoup d'efforts pour intégrer les connaissances traditionnelles dans le système scolaire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas forcément leur tradition et plein de jeunes sont plus captés vers des idoles, des stars qui viennent d'autres pays. Je vais prendre ici l'exemple de stars afro-américaines qui sont de couleur noire. Donc forcément les Africains, les jeunes Africains trouvent en ces stars-là d'autres modèles de réussite. Comment on peut, comment d'abord vous jugez cela? Bon, pour moi, c'est l'expression de l'extraversion de l'éducation ou en fait de la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'on a honte de ce qu'on est. On préfère s'identifier à ce qui vient de dehors que s'identifier à soi-même. Se connaître pour mieux connaître. Pour moi, c'est le dada, se connaître pour mieux connaître. Parce qu'on ne peut pas être soi-même si on ne se connaît pas. On ne peut pas bien connaître les autres si on ne connaît pas, si on ne se connaît pas. Parce que ça devient une connaissance superficielle de l'autre. Parce que dans l'autre, on ne voit que le paraître. On ne voit que ce qui est dehors. On ne voit que les aspects extérieurs. Or, l'être humain, c'est d'abord ce qui est dedans avant d'être ce qui est dehors. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, je prends l'exemple du le port des tenues Faso Damphani, dans laquelle aujourd'hui, tout le monde se lance. Mais quand Sankara a lancé ça, c'était la risée. On appelait Sankara Arrive. Parce qu'à l'époque, les gens allaient, les tailleurs allaient accrocher ça devant au bord des ministères là. Si on apprend que le capitaine Thomas Sankara, président du Conseil national de la Révolution, va venir dans un ministère, rapidement les gens courent, allaient acheter ça là, venaient enlever la chemise, poser puis porter. Dit Sankara Arrive. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une autre émission, mais aujourd'hui, ce que Sankara nous enseignait là, qu'on a rejeté à l'époque, on est revenu là-dessus. Oui. Donc, le port de Faso Damphani à l'époque, les gens n'y croyaient pas. On avait fait au bon. Mais aujourd'hui, que la sensibilisation est suffisamment faite, vous voyez, allez dans les ministères, regardez les images dans les différentes cérémonies, mais vous avez toutes les coupes possibles de Faso Damphani. Des coupes comme celles-là sont dépassées. Nous, on est pareil rangard avec ces gens de tenues-là. Mais alors que c'était ça qui était à la mode à l'époque. Donc, c'est pour dire que tant que vous n'avez pas intériorisé quelque chose, vous allez vous contenter du paraître. Or, ces jeunes qui s'identifient à des Afro-Américains, alors que ces mêmes Afro-Américains-là cherchent à s'identifier aux Africains. Vous voyez le paradoxe? Oui. Vous cherchez à vous identifier à quelqu'un qui cherche à s'identifier à vous. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, oui. Et généralement, c'est la jeunesse africaine. Mais comment on fait alors aujourd'hui pour qu'un jeune burkinabé soit fier de porter le Faso Damphani? Est-ce que c'est juste en mettant des publicités à la télé? Non. Moi, je
je ne vais pas demander qu'un jeune burkinabé porte le faso d'Anfani. Parce que si je prends le cas des étudiants, ils n'ont pas les moyens financiers pour en tout cas, la plupart n'ont pas les moyens financiers pour s'offrir les tenues en faso d'Anfani. Mais c'est de se dire que le faso d'Anfani, là, c'est des valeurs qui nous sont propres. C'est pour nous permettre nous-mêmes de nous développer à partir de nous-mêmes. C'est pour nous permettre de nous identifier vis-à-vis des autres. Même s'il n'a pas les moyens là, mais au moins s'il en est convaincu, le jour où il aura les moyens, il va porter. Oui. Ouais. Ok. Je reviens encore sur la question des religions révélées. Bon, on avait déjà parlé, je voulais savoir si aujourd'hui il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont d'obédience religieuse et beaucoup d'enfants sont inscrits dans ces écoles-là. Est-ce que ça ne va pas poser problème si peut-être à la maison on enseigne la tradition et l'élève à l'école, il y a d'autres valeurs qui sont enseignées? Bon, je pense que cette question-là, peut-être que de mon point de vue, elle est mal formulée ou en tout cas elle est mal exprimée. Parce qu'en réalité, les écoles auxquelles vous faites allusion, ce sont, comme on appelle dans le système éducatif, des établissements conventionnés qui relèvent de congrégations religieuses, où la formation est très rigoureuse, où il règne une discipline, où il règne... Voilà. Donc, les résultats s'en ressentent. C'est comme par exemple si vous prenez le PMK. On ne peut pas être au PMK et puis ne pas réussir. Parce que c'est une discipline. Alors que dans les autres établissements, il n'y a pas la discipline. Alors, on retrouve dans les établissements, certains établissements conventionnels qui sont gérés par des confréries, enfin des congrégations religieuses. Il y a une discipline, comme la même discipline qu'on retrouve au PMK. Donc là, on ne peut pas ne pas réussir. Mais dans les établissements publics, où chacun revendique la démocratie, et moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie en pédagogie. C'est ma conviction. Celui qui va dire qu'il faut qu'il existe la démocratie dans le système éducatif, soit il ne sait pas ce que c'est qu'un système éducatif, éduqué, ou alors c'est un démagogue. Ou troisièmement, c'est les deux à la fois. Il ignore et il fait de la démagogie. Parce que quand je dis ça, j'explique. L'enfant qui vient à l'école, il ne décide pas de venir à l'école. Ce sont ses parents qui le mettent à l'école. Il ne décide pas de commencer au CP1. C'est le circuit qui est comme ça. Et il va sortir du circuit, il s'en va dans un autre système et le cycle se poursuit. Deuxièmement, il vient trouver un enseignant. Ce n'est pas que lui qui élit son enseignant. Il vient le trouver. Il va partir le laisser. Troisièmement, les programmes là. Ce n'est pas lui qui décide des programmes. Il vient trouver les programmes, il les subit, il les suit, et puis il s'en va. Donc la démocratie là, c'est où? Je vais même poser une question par rapport à ça. Quand on parle des établissements religieux, prenons l'exemple d'une personne qui a une religion donnée, qui part dans un établissement qui n'a pas la même religion. Et il est obligé de suivre les cours, puisque souvent il y a des religions, et il y a des cours qui parlent de la religion et tout ça. Dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire que c'est normal? Oui, écoutez, moi je parle du principe que si moi, je suis animiste de foi et de pratique, j'envoie mon enfant dans une école catholique où il y a la catéchèse que l'enfant doit suivre, j'imagine que je l'ai envoyé là-bas en connaissance de cause. Pour moi, il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, pour revenir sur le caractère non démocratique, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, c'est la discipline qui est la clé du succès dans le système éducatif. Tant qu'il n'y a pas de discipline, tant que l'apprenant ne se reconnaît pas l'autorité de l'appreneur, de l'enseignant, il n'y aura jamais de succès. Voilà. Donc, à tous les niveaux, y compris le niveau supérieur. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui est la base. Donc, les établissements où il y a la discipline,
c'est normal que les enfants réussissent. Okay. Et là où il n'y a pas de discipline, c'est normal aussi qu'il y ait des taux d'échec importants. Okay. Voilà. D'accord. Donc, je termine avec cette question-là. Est-ce que selon vous, cela pourrait avoir un impact Bon, je recommence la question. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur la résolution? Ok. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur la résolution définitive de la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, l'enseignement de la tradition? Oui, alors je comprends par là qu'effectivement, est-ce que la tradition peut contribuer à la résolution de la crise identitaire? Oui. Je dis oui. Elle peut, la tradition. Et je prends encore l'exemple de cette école de la vie à travers l'initiation. Les gens ont dit, je prends toujours l'exemple chez les bobos et chez moi, c'est je veux être convaincant. Oui. Mais je veux aussi, c'est une démarche pédagogique, pour montrer un exemple que je connais. Oui. Je ne peux pas généraliser, mais au moins ce que je connais, je partage ces connaissances-là. Oui. Si je prends le cas des traditions de l'initiation chez les bobos, par exemple, j'ai dit la société est organisée en classes d'âge. Il y a des classes d'âge qui ont la responsabilité de la défense physique aux besoins militaires du village. C'est connu dans nos sociétés. Un. Deuxièmement, l'organisation est faite de telle sorte que si un étranger vient dans un village, tout de suite, on sait qu'il y a un étranger. On sait chez qui il loge, on sait pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu faire. Bon. Donc, si on met en pratique ces valeurs-là, et que chacun respecte ces valeurs-là, ces pratiques, il va de soi qu'on peut déjà, dans certaines contrées, identifier les étrangers. Alors, je précise aussi, parce que quand je parle d'étrangers, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une stigmatisation vis-à-vis de ceux qui viennent de dehors par rapport au village. Non. L'étranger, c'est celui qui ne vit pas habituellement au village. Donc, lui qui vient de l'extérieur, on sait qu'il est là, on sait qu'il y a un étranger. Et à ce moment-là, les mesures de sécurité sont là. Si l'étranger a un comportement qui n'est pas, j'allais dire, orthodoxe, mais son hôte est interpellé. Okay. Donc, je veux dire par là que dans le système traditionnel, il y a une organisation qui fait qu'on peut assurer la sécurité dans les villages. Dans certaines communautés, je ne dis pas partout, dans certaines communautés. Mais encore faut-il qu'on croie à ces valeurs-là. Bon, il y a peut-être une année ou quelque temps, en tout cas, j'ai vu à la télévision que dans le sud-ouest, le chef du canton de Gawa avait procédé à des rites. Bon. Ceux qui y croient, ils y croient. Ceux qui n'y croient pas vont dire que c'est du folklore. Mais je pense qu'il y a des résultats concrets. Donc c'est dire que les traditions-là, bien appliquées, peuvent contribuer en tout cas à résoudre un tant soit peu la question de la crise sécuritaire, si tant est que, parce que là aussi, c'est ça aussi les rites. Hein. Tant que tu n'es pas propre, les rites, ça ne peut pas te réussir. Et généralement, les gens voient ces échecs-là pour dire, oh, vos traditions-là, ça ne vaut rien. Non. Non. Ça vaut quelque chose. Encore faut-il que on respecte les principes. Par exemple, il est interdit à quelqu'un d'aller dans une église avec un bonnet, à un homme, oui. Avec un bonnet. Mais alors, c'est pareil dans les religions traditionnelles là. Mais s'il y a des choses que vous devez faire en respectant un certain ordre, vous n'avez pas respecté ça, mais ça ne va pas réussir. Vous allez dire, ah oui, vous, vos traditions là, vous voyez, hein, ici là, ça n'a pas réussi. Non. Il y a aussi d'un certain nombre de choses, de principes, de démarches qu'il faut effectuer, qu'il faut respecter. Oui. Si on les respecte, il n'y a pas de raison que ce qu'on demande là ne réussisse pas. Oui. Donc, tout ça nécessite effectivement, vous voyez qu'on revient toujours à la connaissance des traditions. Est-ce que ceux-là qui sont chargés de faire vivre les traditions dans les villages les connaissent réellement? Est-ce qu'ils les respectent comme il faut? Est-ce qu'ils suivent ce que les médecins ou dans le domaine de la recherche on appelle le protocole? Est-ce que le protocole est respecté?
Mais si c'est respecté, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais si ce n'est pas respecté, ça ne marchera sûrement pas. Et on va dire, oh, vos traditions là, ce n'est rien. Non, il y a un protocole à respecter. Si. Voilà. Merci beaucoup, professeur Sanou. Nous sommes au terme de cette interview et je vais vous demander si vous avez un dernier mot à dire. Oui, le dernier mot, c'est d'inviter chacun à chercher à connaître. Voilà, à chercher à connaître et à comprendre nos traditions. Connaître et comprendre ne veut pas dire forcément y adhérer. Mais si on connaît, si on comprend, on va être amené à les respecter. Si on les respecte, c'est déjà quelque chose. Et pour moi, il ne faudrait pas que nous indiquions, comme on dit, nos traditions là avec la main gauche. Non. Indiquons nos traditions avec notre main droite. Croyons dans nos traditions sans pour autant que nous soyons traditionnalistes ou quelque chose comme ça. Moi, je dis, par exemple, moi, je ne suis pas catholique, mais je crois aux valeurs comment on appelle ça, les 10 commandements. J'y crois. Mais ce n'est pas parce que je crois en ça que je vais devenir forcément catholique si je ne veux pas être catholique. Mais on peut connaître chacun dans sa foi, chacun dans sa pratique, le respecter dans sa foi, dans sa pratique et continuer sa foi et sa pratique. Je pense que si on a cette tolérance-là, on est sur la bonne voie de vivre ensemble, on est sur la bonne voie de la cohésion sociale. Ok, merci beaucoup, professeur Sanou. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission. Le thème d'aujourd'hui, c'était jeunesse africaine et tradition. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.